Je remercie les organisateurs et ceux qui écoutent de prendre patience sur mon intervention. Je vais donc parler du contrôle d'assimilation et des fabrications de stéréotypes. Et je vais partir en fait du questionnement de se dire, est-ce que le fait que dans les textes, le fait de maintenir l'idée d'assimilation dans les textes fondamentaux de la République, comment est-ce que ça peut nous questionner sur l'idée d'intégration? Quand je dis intégration, hein, que ce soit un modèle qui a été posé par Habermas comme étant républicain, ou l'idée même de creuser français, comme l'a dit Jean Noirier en 88. En tout cas, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on peut encore inclure des étrangers et leurs héritiers dans la société française à partir du moment où on est encore dans un paradigme qu'on appelle le paradigme de l'assimilation. Alors, j'essaierai de vous montrer des textes et un petit schéma, en espérant que les trolls vont peut-être mettre un petit peu de couleur et de symboles phalliques dans les textes juridiques. Pour une fois que ça peut être drôle, un texte juridique, je trouve que ce serait sympa si vous pouvez le faire. Pas trop quand même. Donc, j'essaie de partager le premier texte. Alors, je peux faire tout directement. Hein. Oui. Oui, ça doit être ça. Je ne sais pas si vous voyez le texte. Vous voyez ? Oui, oui, c'est bon. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de partir déjà du rapport Menucci de 2012, hein, qui essaie de montrer comment on part d'une incantation républicaine de l'idée de creuser, de l'idée d'une république qui serait capable de dissoudre un petit peu toutes les différences en les acceptant, mais tout en étant avec une capacité à réguler dans le sens d'une égalité républicaine. Et là, on va voir qu'il y a une sorte déjà de premier paradoxe. Donc, en 2012, le premier texte qui s'appelle le rapport Menucci a montré une baisse progressive et constante du nombre annuel des naturalisations. Et le rapport a montré que cette baisse était principalement due à une augmentation du taux de décision défavorable à partir de ce que le rapport appelle d'un durcissement en catimini, c'est entre guillemets parce que c'est dans le texte du rapport, donc c'est un durcissement de l'appréciation des critères qui ont permis le rejet pratiquement de 8 dossiers sur 10. Alors que la législation en vigueur faisait en fait état d'un certain nombre d'inclusions dans la société française parce qu'on était dans l'idée d'une société inclusive. Donc, ces statistiques montrent qu'à mesure que les flux de migrants, si on regarde les chiffres depuis le milieu du XXe siècle, hein, à partir des années 1950 et ensuite jusqu'en 1975, au moment où on a arrêté l'immigration, et de 1975 jusqu'à 2012, on voit bien qu'il y a une forme de stagnation de l'arrivée des migrants. Mais à mesure que les flux de migrants qui sont rentrés en France ont été composés de plus en plus de ressortissants qui sont extra-communautaires, mais aussi de flux qui viennent des anciennes colonies françaises, qui sont devenues majoritaires à partir des années 70-80, eh ben, on a eu en fait un double mouvement qui est celui d'un côté de voir des mesures sélectives qui vont se multiplier, tout en ayant de plus en plus des discours à partir des années 80 d'incantation à la fois laïque républicaine et, quand je dis laïque, laïque dirigée vers des cultes dont on entend aujourd'hui parler, comme par exemple l'islam. Et donc les critiques, évidemment, à partir de ces textes n'ont pas manqué parce qu'on a bien vu qu'à partir des années 80, 90, avec les lois Pasqua, et au cours de la décennie 2000, on a toute une série de mesures qui vont se durcir pour essayer justement d'éviter que la question de l'arrivée des migrants ne vienne perturber ce qu'on appelle à ce moment-là l'identité française, la culture française, ou je ne sais quels termes qui ont été utilisés. Et on voit par exemple que l'idée d'assimilation fait partie des textes fondateurs qui sont importants dans la République, comme par exemple le texte que vous avez à l'écran, qui est les conditions et les modalités d'acquisition de la nationalité française, qui date de novembre 2020, où on continue à parler d'assimilation dans deux grands domaines, hein, que ce soit l'assimilation linguistique, parce qu'on demande aux gens d'avoir un niveau de français, hein, ce qu'on appelle le niveau P1, mais aussi d'une assimilation à la société française en termes d'histoire, de culture, etc. Donc, ces textes-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que les candidats à la naturalisation française vont être ensuite sélectionnés pour devenir ou pas naturalisés, avec des degrés d'acceptabilité des individus qui sont candidats à la nationalité française, et ce que le rapport Menucci va qualifier de loyalisme à travers l'idée explicite, qui figure donc dans les textes comme celui-là, ce qu'on appelle un contrôle d'assimilation. Est-ce que les gens sont assimilables ou pas ?
en gros. Hein. On va voir que cette idée-là n'est pas nouvelle parce qu'elle remonte déjà à la fin des années 30. Donc, il y a des motifs de rejet de dossiers de candidats à l'accès à la nationalité française et on essaye de voir est-ce que les réponses que les gens vont apporter aux questions qu'on va leur donner sont bonnes ou mauvaises à partir des questions qu'on leur pose, comme par exemple des questions sur le port du foulard à l'école, ou est-ce qu'il est normal qu'il y ait des horaires réservés aux femmes dans les piscines publiques, par exemple. Et donc le GISTI a montré qu'en fonction des questions qu'on pose aux gens et la manière dont ils ont de répondre, on établira des critères d'acceptabilité de ces réponses, et donc l'idée que des gens qui respectent le principe républicain vont être bons ou mauvais. Donc, quelque part, on est déjà dans une forme d'altérisation des rapports entre les individus qui répondent en fonction d'une forme de normalisation qu'on leur donne. Et donc, la terminologie d'assimilation, les prises de position politique et les décisions qui sont appliquées dans la sphère publique, que ce soit à gauche ou à droite, hein, sous couvert de défendre les idéaux républicains, vont finalement être des révélateurs de l'ancrage des discours et des mentalités dans une certaine vision de ce qu'on peut appeler le creuset français. Un creuset français qui ne serait pas, comme le montre la réalité, une forme d'acculturation, acculturation dans le sens où deux cultures vont se rencontrer et l'une va nourrir l'autre, mais plutôt dans une sorte de creuset français qui serait à sens unique, où on demanderait aux individus qui ne seraient pas considérés comme étant dans la sphère de l'acceptabilité, de laisser leurs oripeaux culturels à l'extérieur au moment où ils rentrent sur le territoire français. Donc, ce qui veut dire que la logique qui prévaut dans l'assimilation républicaine, qui est matinée de laïcité et aussi de tout ce qui est l'idée de l'altérité qui est trop encombrante dans la société française, c'est qu'on fait porter à l'individu le fait de s'adapter au pays d'accueil et que plus la personne est différente de ce qu'on attend dans la société d'accueil, comme la société française, et plus cette personne se voit donner une sorte de coefficient de difficulté à être assimilé dans la société, et à partir de là, stigmatisé. Stigmatisé, ça veut dire qu'à partir du moment où la personne arrive avec trop de différences visibles, cette personne va être évidemment créée dans une sorte de sphère de distance. On va créer un centre fort qui serait la France, les idées que la France peut avoir autour de ce que c'est que la République, l'identité, etc. Et l'individu qui arrive, qui lui va être jaugé en fonction d'un certain nombre de critères. Et ça renvoie évidemment au triste et très éphémère ministère de l'identité nationale qui a essayé à un moment donné de faire une sorte d'enquête sur l'idée de culture ou d'identité française. Et ça avait été quand même un certain manque de succès par rapport à la réalité. Donc, il y aurait une forme de hiérarchisation entre une altérité qui serait proche, des voisins qui seraient proches, hein, les Italiens qui sont proches, qui sont des bons immigrés parce que finalement ils sont catholiques, ils sont blancs, ils sont européens, et puis quelques autres qui seraient beaucoup trop distants et dont on ne pourrait pas accepter la présence parce que ce serait quelque chose qui serait tellement incompatible que les voir chez nous, ça nous poserait un certain nombre de problèmes. Donc, quelque part, on est en train de remobiliser une forme d'affichage, de différenciation de l'assimilation, l'assimilabilité, qui transcrit déjà, qui est déjà présent dès les années 30, au moment où, dans les années 30, on essayait de voir comment est-ce qu'on pouvait franciser à outrance, c'est-à-dire que tout étranger qui rentrait sur le territoire français, on avait aussi l'idée qu'on allait pouvoir franciser son nom, parce qu'au bout de quelques années, les gens qui avaient des noms à consonance italienne, en supprimant quelques voyelles, on allait finir par en faire des bons Français parce qu'ils étaient blancs comme nous les Français, comme ils étaient catholiques, et qu'en supprimant quelques consonnes italiennes à la fin des mots, des noms, on allait pouvoir en faire des bons Français. Donc, c'est quelque chose qui apparaît dans les travaux de Patrick Weil, hein, quand il a travaillé sur Georges Mocco, où Georges Mocco a essayé de mettre en place ce qu'on appelle un schéma qui établit une sorte de distance culturelle entre la pointe où la culture française et la culture étrangère, quand elle est proche, comme les Belges par exemple, ce sont des gens qui étaient facilement assimilables. Mais plus on partait vers la base, et plus la distance culturelle entre la France et un pays étranger était large, tout à la base, hein, ce que Georges Mocco appelait les exotiques. Et à partir de là, évidemment, l'assimilabilité était beaucoup plus problématique. D'où l'idée de mettre des quotas dès les années 30 et d'établir ce qu'on appelle une préférence nationale à des gens qui étaient culturellement les plus proches de nous. Donc, c'est à partir de là, évidemment, que on va dire, cette matrice idéologique qui apparaît dès les années 30,
tout cas qui est formalisé dès les années 30, parce que ça existe au préalable, et qui va être remobilisé à partir des années 80-90 en France, va finalement, sous couvert d'un discours républicain, établir une mécanique que j'ai appelée une mécanique de monstration, c'est-à-dire l'idée de montrer les individus. Et si je prends la terminologie de montrer, monstration, la différenciation sociale, c'est un construit, quelque chose qui est construit, comme on l'a dit depuis ce matin. Et puis, des gens comme Moko ne font que finalement établir l'idée qu'on est avec des gens qu'on peut montrer. Et si je prends l'idée de montrer, monstration, hein, et ben je rétablis en fait l'idée qui a été soulevée par Frantz Fanon dans sa préface, dans son livre Les damnés de la Terre, qui a été préfacé par Jean-Paul Sartre, c'est que pour pouvoir se faire homme, l'Européen n'a plus que créer des monstres. Or, quelque part, on est en train de se dire que les mécanismes actuels qui sont mis en œuvre pour dénaturer le projet initial de fusion sociale de creuset républicain, l'injonction d'assimilation, en se posant comme hostile à une pratique culturelle ou cultuelle, comme celle de l'islam par exemple, ça conduit à faire une sorte de fabrique de monstres, parce que le monstre, c'est celui qu'on montre et c'est celui qu'on désigne. Et pour que le monstre apparaisse comme tel, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait un travail préalable qui soit opéré et qui permette de différencier ce qui est un monstre de ce qui ne l'est pas. Et si je prends le cas un peu éloigné, mais très proche de celui qu'on connaît aujourd'hui autour de la question du terrorisme islamique, etc., et je prends le cas du terrorisme italien anarchiste du début du XXe siècle, au début du XXe siècle, les Italiens, comme les musulmans aujourd'hui, étaient vus comme des monstres, étaient en tout cas apparus comme des monstres, non pas parce qu'ils étaient des monstres, mais parce qu'ils le sont devenus dans des logiques qui sont des logiques sociales que nous, quand on travaille sur les stéréotypes, ça nous permet en fait de comprendre les configurations écrasantes qui vont finir par écraser les groupes et les individus, parce qu'au-delà du fait de dire que c'est écrasant idéologiquement, on a aussi l'idée que l'écrasement vient de ce qu'on appelle la caricature. Alors, on a parlé de stéréotypes, on a parlé d'un certain nombre de choses, de préjugés ou de prénotions. Il faut aussi peut-être parler aussi de l'idée des caricatures, parce que l'étymologie même du terme caricature, ça vient de caricare, qui signifie charger, hein, mettre dans le sens de porter, de imputer à quelqu'un quelque chose, une accusation ou des torts, des vices. C'est aussi le terme caricature qui vient dans le sens d'exagérer, d'amplifier, de rendre illégitime une figure, parce que là on parle bien de figure sociale, en faisant ressortir des traits, en les grossissant, hein, l'italien qui est très violent avant 1914, le terroriste musulman aujourd'hui. C'est une action qui est de charger, quand on dit qu'on charge quelqu'un, hein, on le charge socialement, on l'écrase, parce que quelque part, le stéréotype qu'on fait sur différentes catégories, en tout cas en termes de migration, c'est aussi se référer à un complément de sens qui signifie aussi mettre en place, ajuster, classer, ordonner dans une catégorisation. Et le préjugé, c'est ce qui permet aussi de signer quelque chose, de signifier quelque chose, de mettre un signe comme dans le mot signal, quand on tire le signal d'alarme. Donc aujourd'hui, le préjugé, qui est inclus dans l'idée d'assimilation, qui veut dire en fait que l'individu qui est différent ne peut exister que quand il est exactement comme moi. Donc on est dans une sorte d'égalité républicaine qui refuse la différence, alors que la différence et l'égalité sont compatibles. On peut être différent tout en étant égaux, parce qu'on peut poser la base de l'humanité comme étant l'égalité entre les individus. Dès lors qu'on parle d'assimilation, on demande à l'autre, finalement, d'être en train d'oublier la différence qui le fait différent de moi et qui le rend humain, à quelque chose qui serait un refus de la différence pour imposer une forme normative d'égalité, mais une égalité écrasante. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis encore dans les temps, Nicolas ou Sandrine. Oui, on est encore dans les temps, tu as encore quelques minutes. De ce point de vue-là, je pense que si on voit cette fois-ci le deuxième slide que je montre, c'est que le stéréotype s'appuie en fait sur une vision du monde dans laquelle il y aurait un quand et où est-ce que c'est créé, qui le crée et comment on le crée. Et de ce point de vue, on a une sorte d'idée générale sur le stéréotype comme représentation sociale. Quand je dis représentation sociale, il y a l'idée de remettre au présent. Dans représentation, vous avez bien le mot présent, qui est de remettre au présent des choses du passé qu'on remet au présent, ne serait-ce que par exemple la France aux Français ou la préférence nationale qui prévaut à partir des années 1980, 70-80 en France, et qui existait déjà dans les années 30.
Pierre, excuse-moi, mais on ne voit pas ton deuxième slide. En fait, on voit ton fond d'écran. Ah, d'accord. Alors, je vais peut-être… Alors, attends, je vais peut-être… Le réouvrir éventuellement. Non, non, c'est parce que je crois que… Voilà. Si je le mets là, ça va? Parfait, voilà. Okay. Donc, si je le mets là, vous voyez bien que là, il y a une historicité dont on ne peut pas renier, c'est-à-dire que tout stéréotype contient quelque part des germes historiques de création, quand et où. Et on voit bien que la question du présent, de remettre au présent les choses du passé, un passé qui ne passe pas, hein, le passé dans le présent, on le retrouve là. Ensuite, à côté, il y a aussi, donc là j'ai distingué 3 mondes, mais qui sont tellement imbriqués que c'est juste pour la lisibilité en fait du phénomène que j'ai distingué les 3, mais les 3 sont évidemment imbriqués tellement que ce n'est pas 3 ensembles qui seraient hiérarchisés, mais qui seraient vraiment en fusion, en osmose. La deuxième, c'est la voix qui parle, qui fait porter les stéréotypes, qui les crée, qui les diffuse. On a parlé des médias ce matin, mais c'est de manière générale ce qu'en sociologie, on appelle les entrepreneurs de morale, hein, qu'ils soient acteurs parce que ce sont eux qui les créent ou agents parce que c'est eux qui les diffusent. Donc, il y a la question du qui, hein, les entrepreneurs de morale ou les entrepreneurs aussi, comme le disait Cohen, de panique morale. Ce sont eux qui ont intérêt à ce que ces stéréotypes existent et ensuite se diffusent. Et puis ensuite, il y a la troisième partie qui est le comment est-ce que ça peut se diffuser. C'est l'idée aussi de la normalisation par rapport à tout ce qu'on trouve étrange. Hein, et c'est là où on est dans le regard social. Et quand je dis regard social, c'est intéressant parce que ça vient de créer un monde spectaculaire. Et si je prends l'étymologie de spectaculaire, le spectacle, c'est ce qui est donné à voir au regard. Donc le regard, en fait, c'est ce qui est orienté par rapport à quelque chose qui serait une exposition. On expose, exposer, ça veut dire être donné à être vu, la monstration dont j'ai parlé, et le processus d'assimilation dont on a parlé, hein, la logique d'assimilation, c'est justement d'enlever du regard tout ce qu'on considère comme étant monstrueux. Et c'est bien quelque chose qui est de l'ordre du stéréotype, c'est qu'en créant un stéréotype négatif ou positif sur les uns ou les autres, on est quelque part en train de jouer sur à la fois de l'historicité, de la vox, c'est-à-dire qui parle, et aussi quelque chose qui est la normalisation du regard, où on attend de l'autre qu'il ne peut être normal que s'il n'est pas trop étrange. Et cette non-étrangeté, c'est justement le processus d'assimilation qui est en jeu derrière.